Le grand rendez-vous, grande tribune, désormais habituez-vous à cette appellation. Nous sommes heureux de vous retrouver, vous êtes très nombreux. Vous suivez cette émission. Aujourd'hui, l'actualité tourne autour de ces grandes questions, vous le savez. La question d'abord, au niveau de l'Assemblée nationale, un véritable désordre qui ne dit pas son nom. Il y a Mbosso doit partir, il y a les députés absents doivent partir, une véritable lutte, soit pour une sorte de survie politique, une autre pour une démarcation, une requalification de la majorité parlementaire. C'est ce qu'on est en train de voir. Est-ce que Bahati serait derrière tout ça? Est-ce que Mbosso serait derrière tout ça? Eh bien, l'union sacrée va-t-elle imploser? C'est la question que l'on va devoir se poser. Mais aussi la loi électorale, les propositions faites par la MOUCA, par le FCC et bien d'autres structures. On en parle tout à l'heure avec mes invités. Je reçois donc Dou Jésus Beledou, journaliste Actu Liberté. Il est avec moi, il me fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Dou, comment allez-vous? Merci, en tout cas, je vais très bien. Merci, Christian. Liberté Actu va bien? Liberté Actu se porte très bien. Très bien. Merci de l'invitation. Je salue également tes invités. C'est pour moi la première participation. Ah, c'est la première. La fois passée, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Ah, d'accord. C'est une première à ce grand débat. Je te félicite aussi pour ce beau plateau. On comprend que lorsque vous faites un grand projet en silence, il y a des résultats qui mettent tout le monde d'accord. Mais quand tu fais beaucoup de bruit, comme on le voit un peu chez les autres, la finalité, c'est que nous avons ce que nous voyons tous. Et fonce, continue à percer. Et merci. Félicitations pour l'entreprise Congo-Base. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Quelqu'un m'a dit, vivre longtemps, c'est vivre caché. Exact. Alors, parce que vous êtes c'est votre première fois de participer à cette émission, dites-nous je veux dire la une de votre journal d'aujourd'hui. Nous nous sommes intéressés à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où certains députés provinciaux, malheureusement, ne maîtrisent pas les b.a.-ba du règlement intérieur. Je fais allusion ici à une question orale avec débat initié par l'honorable Mike Mukebai. Malheureusement, il y a des députés qui continuent à confondre l'activité parlementaire et l'activité du journalisme. Plutôt que de s'intéresser à ce qui se passe à l'Assemblée, des textes, du règlement, ils rasent des plateaux de télévision et la conclusion, c'est qu'on est dans une confusion qui ne dit pas son nom. Écoutez, il y a aujourd'hui des accusations gratuites à l'endroit du président Godem Poï. Selon Mukebai, il accuse Godem Poï de bloquer les actions parlementaires. Mais il y a des individus, il y a des journalistes, et moi personnellement, je ouvre régulièrement les questions de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je me souviens, encore comme si c'était hier, qu'il n'y a aucune initiative parlementaire qui serait bloquée par Godem Poï. Et d'ailleurs, cela a été mis à lumière lorsqu'il a été mis en cause par les élus provinciaux, où il est sorti haut les mains. Qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être terminer par très rapidement. Rapidement. Depuis juste l'année 2021, il y a eu 51 ou 53 ordres d'émission signés par le président de l'Assemblée provinciale. Mukebai en était également bénéficiaire. Il a reçu 2 ordres d'émission, notamment un pour aller contrôler la situation des morgues à travers Mama Emo d'abord et quelques hôpitaux de Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, il est parti, plutôt que de revenir avec les conclusions de ces enquêtes, que non, il rase les plateaux de télévision et citer les noms d'individus. On l'attend à l'Assemblée provinciale pour le rapport de ce qu'a été ces enquêtes. Deuxième élément, il a reçu un ordre d'émission de la part du bureau signé par Godem Poï pour aller enquêter sur ce qui se passe chez les mamans maraîchères, notamment ceux de Kingabwa et de Massina qui étaient victimes de spoliations, etc. Depuis lors, il ne revient plus à l'Assemblée pour présenter ses conclusions, mais il est le premier à accuser Godem pour y débloquer les activités parlementaires. Je vais terminer par rappeler également à l'attention de ceux qui nous suivent, parce que c'est une vérité évidente. Il y a la question du FONAC. Il interpelle en 2021 le DG du FONAC, le directeur général du FONAC. La question arrive au bureau, il dépose une question orale avec débat, alignée par les bureaux, qui est conduit toujours par Godem Poï, dont il accuse abusivement. La question étant alignée, Moïse Katumbi, qui venait de l'exil, arrive. Je crois que c'était en 2020. Moïse arrive, il va voir les bureaux de l'Assemblée pour demander une remise. Il dit, j'ai ma question orale, je vais accueillir mon président. Il y va. Et puis plus rien. Il retourne, c'est les bureaux qui lui fait pression.
Monsieur Moukebaï, qu'en est-il des conclusions du FONAC? Non, il fouille, il camoufle les bureaux. Et puisque la question, selon les règles parlementaires, devrait déjà continuer à être mise sur la table, la plénière, Godem Poy notamment, convoque une plénière. Et le DG du FONAC arrive. L'auteur de la question orale devant le DG du FONAC, celui qui rasait les plateaux de télévision avec rage comme il en a l'habitude et des invectives sur le DG du FONAC, il n'a pas pu conclure ou présenter une conclusion plausible ou claire sur ce qu'il portait comme allégation. Et du coup, il a été très complaisant aux grandes dames d'ailleurs des députés provinciaux. Et donc, on a compris que c'était des initiatives qui derrière étaient motivées par de l'argent. C'est vrai, interpeller Ngobila est une chose, mais accuser faussement les bureaux d'avoir bloqué les activités parlementaires, merci. Je pense que ça relève du firmament. Merci, d'où Jésus, il nous a parlé de ce qu'il a exploité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, si monsieur Moukebaï se sent dérangé, eh bien le plateau est très disponible pour qu'il vienne nous donner lui aussi sa version des faits. Alors, et puis nous parlons avec Patrick Eyalé. Patrick Eyalé, vous n'êtes plus à présenter, vous venez de temps en temps, vous êtes le patron des génies.cd. Est-ce que sur quoi vous êtes aujourd'hui attelé dans votre rédaction, génie.cd? Non, je dirais que je ne vais pas prendre la parole sur ce qui a été écrit, mais j'aimerais rebondir sur une actualité qui a abondamment été commentée, mais je n'ai pas eu l'occasion de la commenter. Il s'agit de l'interpellation de M. Boudimbo, ministre des Hydrocarbures. Je tiens à signaler déjà, par honnêteté, que je suis membre de la cellule de communication du cabinet. Je ne m'étendrai pas plus que ça parce que je suis soumis à un certain nombre de réserves par rapport à certaines questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? M. Boudimbo a été invité par l'AG de l'ANER. Je dirais être invité, ça serait d'ailleurs mal interpréter les choses. C'est M. Boudimbo qui avait d'abord sollicité voir M. l'AG de l'ANER par rapport à la situation qui prévalait dans la ville sur les rumeurs persistantes de rupture de stock, alors qu'il n'en était rien. M. Boudimbo avait demandé à l'AG de l'ANER voulait à ce qu'il soit aidé à ce qu'il fasse la lumière pour savoir si il n'y avait pas une espèce de main noire qui voulait à ce que cette nouvelle soit répandue et soit prise comme vraie alors qu'il n'y avait rien de vrai dans tout cela. Et à la suite, monsieur l'AG de l'ANER nous dira « Ah tiens, ça tombe bien, j'ai aussi à m'entretenir avec vous. » Donc, si on peut fixer un jour pour qu'on échange, ça sera cordialement bienvenu. Ils ont fixé un jour, c'était le mardi. Le ministre s'est présenté vers 14 h pour un échange. Il devait, je dirais, demander à ce que l'AG lui fasse des éclaircissements et l'AG de l'ANER avait aussi des interrogations sur un sujet touchant à la sûreté de l'État. Quand M. Boudimbo est arrivé, l'interrogation a pris plus de temps qu'il n'en fallait. M. Boudimbo a voulu à ce que le sujet qui touchait à la sûreté soit vidé. Donc, c'est comme ça. On l'accuse de quelque chose? Que je ne saurais dire parce que ça relève de la sûreté de l'État. Mais ce qui est sans doute curieux et je dirais très louche, c'est que aussi à la seconde même que M. Boudimbo est arrivé à l'ANER, pas par convocation, mais par invitation mutuelle, on recevait des appels pour nous dire qu'il était arrêté. Non seulement qu'il était arrêté, mais on a fait dire aux médias et aux journalistes qu'il aurait été arrêté pour une affaire de détournement. Ce qui nous a tous d'abord tiqué. Je dis, tiens, comment une affaire de détournement, on ne retrouve aucune trace à l'IGF, parce qu'on a pris soin d'appeler les services de l'IGF pour savoir si il y avait quelque chose qui reprochait dans la gestion des finances publiques que le cabinet de M. Boudimbo gérait. Il a dit que non. Je dis, l'ANER n'est pas l'instance habilitée pour entendre des questions de détournement. Mais
cette information était massivement répandue. Et certains confrères, je dirais avec une légèreté déconcertante, ont affirmé qu'il y a eu détournement. Plus grave encore, ils ont renchéri pour dire qu'il aurait fallu l'intervention du président. Mais justement, est-ce que le président était-il concerné dans cette affaire? Vous savez... Parce que juridiquement, on ne peut pas inviter un ministre sans l'aval du président de la République, sans l'aval du Premier ministre. C'est totalement impensable. Non, alors, je n'aimerais pas m'attarder sur les procédures. Vous dites, on ne sait pas s'il a été invité en qualité de renseignant. ah peut-être, on ne sait pas. Voyez-vous, parce que il y a des gens qui, bien que parfois, certaines personnes, j'ai appris qu'ils font le droit, mais certains éléments basiques. Bon, comme on dit, les armes compliqués. On va poursuivre. Poursuivons. Il se peut qu'il ait été invité en tant que renseignant. Oui. Ce sont des choses que je ne peux pas mettre en place publique. Donc, si on est renseignant, fut-il ministre, on peut se retrouver à la nerf. Mais, comme je le disais, ce qui était étonnant, c'est de voir qu'on a fait dire à certains médias et à des journalistes qu'il l'aurait arrêté pour une affaire de détournement. Mais alors, quand on présente le document... On va terminer avec ça. Permettez, c'est une question assez sensible. Ce document-là qu'il accuse est un document daté de 2020, alors que M. Boudimbo n'était même pas ministre des hydrocarbures. Et quand vous pénétrez ces documents, les personnes qui sont accusées, ce sont les pétroliers. Ils sont accusés d'avoir perçu un trop perçu. Vous me permettez la tautologie. Oui. Encore que ce n'est pas une accusation, c'était une demande que l'ancien conseiller spécial demandait au Premier ministre pour que lumière soit faite. Maintenant, il faut se poser la question. Il y a depuis un bon moment une espèce de, je dirais, d'acharnement contre le ministre. Je ne citerai pas tous les éléments qui ont surgi, ça et là. Parce que ce n'est pas le sujet de l'émission, en tout cas, il faut rappeler. Oui. Mais il faut rappeler ici que les personnes qui ont affirmé qu'il y avait détournement et qui sont allées même plus loin pour dire que le président est intervenu, vous m'avez posé la question. Le président, si vous faites un peu un recul, vous observerez qu'il laisse les institutions agir. Si M. Boudimbo devait être entendu comme renseignant sur une affaire, je ne vois pas pourquoi le président devrait intervenir. Papi, on reviendra sur la question. Oui. Il faille se poser. Oui, on va revenir. Qui est à la base de cette fuite qu'on a fait dire aux médias, qu'on a fait dire aux journalistes que M. Boudimbo était à la base d'un détournement. Très bien. Ceci pour simplement le mettre en porte-à-faux. Heureusement que même les personnes qui ont vitupéré sur ça ont eu la bonne information et ont voulu faire une espèce d'amende honorable, mais de façon encore très maladroite. Ben vous allez encore les reconsidérer, c'est ça le problème avec vous. Ce que vous, après vous vous plaignez des gens qui vous attaquent, après vous nourrissez les mêmes personnes, après, c'est... À un moment donné, c'est compliqué. Manix, Yenda Boufaya, comment allez-vous? Ça va très bien, mon frère Christian Bossembe. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. De plus. Et en même temps, je salue mes co-débatteurs de qualité. Ce sont de compatriotes congolais que j'apprécie, de loin qui comme de près. Et je pense que ce débat aujourd'hui sera un débat pédagogique et bénéficiaire. Merci. Vous êtes acteur politique, les volontaires de la République. Le volontaire de la République, un mouvement politique qui évolue. Je profiterai, même si moi je ne suis pas chef d'une maison de rédaction, je n'ai peut-être pas... Non, vous n'avez pas de biscuits. Non, malheureusement, vous n'avez pas de biscuits. Quand même m'acquitter d'une obligation parce que vous savez, l'un des devoirs de volontaire de la République, c'est aussi de faire le contrôle citoyen. Nous l'avons fait lorsque il y a eu une tripartite de réunion entre la Direction générale des impôts, le ministère de fonction publique et le groupe syndical pour la réduction de l'IPER, impôt professionnel sur les rémunérations, de 15 à 3%. Nous avons expliqué à la population sur la faisabilité et aujourd'hui, nous faisons un coup de chapeau au ministre parce que cette réduction est rendue effective en termes de 10%. Nous l'avons fait aussi pour l'accord de Bibois. Vous vous souviendrez encore de cette histoire de 8000 médecins non mécanisés. Nous avons expliqué aux Congolais avec ample détail. Mais aujourd'hui, il y a un autre grand problème qui peut-être devra être informé par notre peuple pour que le peuple comprenne effectivement de quoi il s'agit. Il s'agit justement d'un problème autour de l'impression de plaques.
déjà qu'il y a eu une longue période où on ne donnait pas des plaques d'immatriculation aux Congolais. Aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la date finale, le 20 avril 2022. Il vous souviendrez que le ministère des Finances, déjà, lors de la 19e réunion de Conseil des ministres, avait obtenu du gouvernement l'autorisation d'organiser les secteurs des plaques d'immatriculation avec l'objectif, effectivement, de faire appel aux entreprises pour que les entreprises fassent le relais. Parce qu'il s'agit d'un partenariat public-privé entre l'État et les entreprises privées, avec l'objectif de créer les unités de production sur toute l'étendue du territoire national pour l'impression des plaques d'immatriculation, mais aussi de créer un logiciel intégré des plaques d'immatriculation pour effectivement avoir la base des données de tous les véhicules et de tous les propriétaires. Mais moi, mon problème ici, c'est lequel? Il vous souviendrez que le président de la République avait placé un accent en considérant d'abord le modèle de l'économie de notre pays. C'est même ça, le modèle du développement économique endogène, en voulant que le Congolais devienne effectivement des vrais millionnaires par le moyen de booster les entreprises nationales. Mais ici, il s'agit d'un certain nombre de Congolais qui s'est mis effectivement dans cette affaire. Malheureusement, ces Congolais-là ne sont même pas propriétaires des entreprises, mais plutôt commissionnaires. Surtout, il y a un qui exerce son influence aux côtés du président de la République parce qu'il a des contacts avec la famille du président de la République. Surtout que ce monsieur-là, c'est lui qui nous a créé cette histoire des My God Rêve. On parle de qui exactement? Je ne citerai peut-être pas son nom. Moi, je lance un appel de vigilance, surtout par le président de la République et aussi à tous ceux-là qui travaillent dans le cadre du ministère des Finances pour que ce travail-là soit un travail qui sera d'abord privilégié par les entreprises Très bien. Congolaises, parce que nous, on ne veut pas de projets qui créent de procès, mais on veut plutôt de projets qui créent de progrès. Messieurs et dames, nous poursuivons cette émission. Alors là, l'actualité tout à l'heure. Prenons l'actualité Mbosso tout à l'heure en image pour mauvaise conduite et désordre dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. 136 signatures déjà, 136 signatures déjà récoltées pour évincer Mbosso. Il est reproché au président de cette institution la mauvaise conduite des débats et un désordre dans le fonctionnement des commissions, le dysfonctionnement de la conférence des présidents et les groupes parlementaires. Depuis environ 2 ans, la majorité parlementaire a basculé au profit d'une dynamique de l'union sacrée et que tout s'est arrêté lorsque l'artisan de cette union a démissionné de son poste de vice-premier président. C'est dans cette atmosphère que le cabinet Mbosso annonce pour bientôt l'invalidation des députés nationaux abstentéistes, parmi lesquels on cite Mozuto, Papi Nyango, Mouchebekwa, Mouvasakani, Mwilania Balamangi Alfani, Masozi, Minaku et Charles Mouej. Malheureusement, vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir les images, sinon ça aurait été le cas. Alors, je commence avec Beledou. Bon, la technique ne m'a pas accompagné, malheureusement. Elle m'accompagne en retard, mais on va comprendre. Très bien. Alors, là, maintenant, nous parlons de cette affaire. Vous le savez certainement, l'Assemblée nationale, ça sent pas bon. Mais après, c'est plusieurs considérations qui rentrent en jeu. C'est la guerre entre Mozuto entre Bahati et Mozuto, non, Bahati et Mbosso, institution un peu embrouillée par les images qu'on me donne derrière, alors que ces images n'ont pas leur place ici en ce moment. Alors, je reviens à vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'Assemblée nationale déjà? Oui, mais le problème, il est complexe, mais il est purement politique. Il s'agit en effet d'une guéguerre des positionnements politiques à l'aube des élections. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple. Parce que, il vous souviendra, nous sommes en 2020 ou 19, je crois, avant que Mabunda ne tombe, Mabunda, voulais-je dire. Il y a eu une frange des députés qui voulaient des réformes, justement. Mais ils voulaient des réformes extra-parlementaires. Mais que ce que nous n'avons pas vu de la part du député FCC, ils ont clairement dit que si réforme il y aura, toutes les réformes devraient se faire au sein des institutions, notamment l'Assemblée nationale. Et donc, moi je me pose la question, qu'est-ce qui a changé de 2019 jusqu'à aujourd'hui pour que ce même député qui hier militait nuit et jour pour qu'il y ait des réformes au sein des institutions, aujourd'hui veulent des réformes extra-institutions ou extra-parlementaires. Et donc, ils sont dans la logique du dialogue. Et donc, ça, c'est le premier fait que je relève. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé après. Non, parce qu'ils disent que Mbosso bloque toute la... Non, ce sont toutes les démarches parlementaires. J'en viens. Ils parlent de la loi électorale, mais cette loi-là porte le nom de Lokondo.
C'est la loi Lokondo. On va parler après la loi Non, électorale. on en parle Oui. parce que la pétition, justement, est motivée par ça. Ceci explique cela. On ne peut pas parler, justement, de la pétition sans pour autant inventer ce qui en est de la loi électorale. Et donc, la loi porte le nom de Lokondo paix à son âme. Un monsieur équilibré. Mais du FCC à l'époque. Et donc, les FCC qui ont porté cette loi électorale, les FCC qui d'ailleurs a composé la majorité des 13 parlementaires ayant constitué cette loi électorale, a béni cette loi. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Lorsque, par exemple, on met à l'ordre du jour la loi électorale, parce que c'est l'un des motifs pour lesquels les députés du FCC sont sortis. Et qui d'ailleurs seraient motivés par notamment les Nzekouye pour la pétition contre les Bosso. Et donc, les mêmes FCC qui avaient porté cette loi hier, aujourd'hui c'est les FCC qui sortent. Donc on comprend que les mobiles est ailleurs. Lorsque vous interrogez par exemple ceux qui ont fait la déclaration des boycottés, ils vous disent on bloque les initiatives parlementaires, etc. Mais pourtant, les faits nous disent le contraire. Tous les contraires d'ailleurs. Aujourd'hui, Mbosso a eu à ouvrir la session qui venait de s'ouvrir tout récemment, avec à la clé la destitution des ministres qui appartient à la famille politique majorité. C'est un motif fallacieux de dire qu'il est complaisant à ce stade des choses. Et d'ailleurs, encore, ça relève des stratosphères de dire que le président de l'Assemblée nationale ne peut pas être en osmose avec les présidents de la République dans un contexte africain. Et ils le savent. Ils ont été avec Mabounda, etc. Et donc, on a senti une libéralité au niveau même des initiatives parlementaires. Mais le vrai débat ici, c'est que la pétition lancée contre Mbosso, moi je ne suis pas trop d'accord avec les procédés de Mbosso de fois, parce que je l'estime un peu aussi être très complaisant sur certaines choses. Là, c'est un avis personnel, mais je pense que la décision de Mbosso à ce stade des choses ne profiterait à rien si ce n'est que régler des comptes des positionnements politiques. Très bien. Ça ne profite pas à l'État. Je reviens à vous. Et les débats dont il s'agit ici, les motifs de la pétition ici, c'est au-delà même des conflits, des guerres des palais entre Bahati et Mbosso, comme on le dit, bien que lorsqu'on gratte, on voit un peu qu'il peut y avoir quelques éléments, mais ce n'est pas ça le vrai mobile. Le vrai mobile aujourd'hui, c'est que on veut évincer Mbosso aujourd'hui pour justement donner un sens au dialogue qu'on veut, parce que le FCC est dans une logique de dialogue, la Mouka est dans une logique de dialogue. On sait que une fois que la loi électorale toilettée, passée au vote, on ne parlerait plus de dialogue, mais on sera figé vers les prochaines élections. Et ça ne va pas plaire à Mouzito et à certains du FCC. Manix, vous avez la parole, la même question. Il se passe à l'Assemblée nationale quelque chose comme de très, enfin, on va pas dire grave, mais c'est assez sérieux, dans la mesure où vous avez d'un côté Mbosso qui doit tomber, de l'autre côté Mbosso dit qu'il doit faire partir des députés absents depuis le début de la législature. Ben, vous vous souviendrez que nous sommes en train d'assister à une sorte de théâtre au sein de l'Assemblée nationale. Moi, ça ne m'étonne pas. Je le considère comme des conséquences d'une majorité de broderies qui a été confectionnée pour des raisons politiques que nous connaissons tous. Mais que vous avez applaudi autrefois. Hein? Non, mais moi, je n'ai jamais applaudi une telle majorité de broderies. On connaît les circonstances avec lesquelles cette majorité-là a été conçue. Ouais. On sait le leitmotiv et même les motivations qui guident cette majorité. Aujourd'hui, ces députés-là, ils se considèrent comme des députés révolutionnaires. Je me demande, ils veulent faire la révolution contre qui? Ils disent la révolution parlementaire. Si c'est une révolution parlementaire, je pense qu'ils doivent jouer leur rôle avec un degré de responsabilité possible. Mais moi, je vois d'abord un autre aspect. Il est vrai, vous allez vous rendre compte que d'une part, il y a la locomotive qu'on appelle président de la République, placé au sommet pyramidal de cette majorité de broderies, qui, à une certaine mesure, est considéré comme le donneur d'impulsion pour que le député arrive à agir de cette façon. Mais moi, je me demande, est-ce Mbosso, autant pour le président du Sénat, Modeste Bahati, constitue des cartes que M. Tshisekedi peut continuer d'utiliser, surtout dans le contexte de la période préélectorale? Je dis non. Vous allez vous rendre compte que l'utilité même de M. Mbosso pour le président Tshisekedi, l'utilité même de M. Bahati pour le président Tshisekedi, aujourd'hui, il y a sans fondement, il y a sans intérêt. Parce qu'en réalité, M. Bahati a été utile, a été important, effectivement, pour confectionner cette majorité-là. Or, là, on tend vers une période préélectorale et donc M. Tshisekedi a plus besoin
des leaders qui expriment une certaine ou un certain ancrage populaire dans leur province, parce que M. Tshisekedi a besoin d'un deuxième mandat. Il a dit d'ailleurs devant le peuple, il a sollicité le suffrage du peuple pour le deuxième larron. Et donc, ici, M. Tshisekedi aura tout intérêt. Et vous pensez que M. Bahati n'est pas si important dans sa province? Non, mais pas en termes de notoriété populaire. Est-ce que vous êtes bien renseigné sur lui? Il a été député national, il n'a pas été élu. Ah, c'est comme ça que vous voyez les choses. Non, mais effectivement, Bahati, c'est vrai. Bemba n'est même pas allé aux élections en 2000, je crois que c'était début combien? 2006 ou 2011? Mais il avait une bonne majorité de députés. Katumbi n'est pas allé aux élections, mais il a une bonne majorité. Là, vous faites la différence entre les gens qui ne sont pas allés aux élections et de gens qui étaient allés aux élections et par conséquent n'ont pas été élus. Ah, donc ça change quelque chose. Était allé aux élections et il n'a pas été élu. Ce qui justifie effectivement l'absence d'un ancrage populaire. Et aujourd'hui, Bahati ne constitue pas la carte joker pour le président de la République. Surtout pas pour les échéances électorales. C'est comme ça qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de reconfigurer son système politique, ses stratégies politiques. Aujourd'hui, Tshisekedi se rend compte qu'effectivement, élection 2023, oui, mais je ne pourrai pas aller aux élections de 2023, par exemple, à qui vous sont Vital Kamerhe. D'où la nécessité de retravailler les stratagèmes, la nécessité de pouvoir engager un certain nombre de stratégies pour essayer effectivement d'arranger avec Vital Kamerhe. Et donc, vous allez voir dans les jours à venir, les décors politiques du pays va totalement changer. Pourquoi? Parce que le président de la République est dans une logique d'échanger le carte. Aujourd'hui, c'est vrai, il est le président du Sénat. Vous avez entendu, je ne pense pas que c'est le cas, mais quand même, je suis en train de me permettre de faire des lectures comme ça. Vous avez entendu la déclaration de monsieur l'inspecteur général de l'IGF sur monsieur Matata. Matata est un organisateur. Matata est un homme qui laisse des traces positives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Mais c'est pas limité là, il faut aller jusqu'au bout. Non, mais c'est pas ce qu'on se rend... Pourquoi on fait le mépris? Il faut aller jusqu'au bout de la logique de l'IGF. Non, mais justement, l'IGF, par le biais de son inspecteur général, M. Alinguete, a jeté le dévolu sur la qualité de M. Matata parce qu'il sait. Effectivement, il faudrait regarder aussi ses propos dans un angle politique. Dans un angle politique, on ferait les parallélismes entre les discours du président de la République sur l'affaire Kamerhe. On a condamné Kamerhe, le président de la République de l'autre côté qui dit « M. Kamerhe est honnête » et donc on peut de son expérience. Et de l'autre côté, il y a un dossier pendant dans la justice. En même temps, M. Alinguete qui dit Matata est un homme honnête. Et donc, on comprend qu'ici, nous sommes dans une logique où l'union sacrée de la nation est en train de chercher comment amadouer de gens qui représentent une certaine notoriété populaire dans leur province. Parce que aux élections aussi sans Matata, dans Kindu, on sait le résultat. Mais ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que l'IGF vient faire dans l'union sacrée? Et puis Matata revient, je ne comprends pas. Explique-moi, non, vous avez le temps. Vous êtes mon invité. Je vous ai dit, pour le dossier Vital Kamerhe, il y a eu le propos du président de la République que nous pouvons regarder dans un aspect politique. Oui, mais l'IGF vient faire quoi dans ça? Le propos IGF, je l'ai comparé par rapport au fait que M. Matata est dans le viseur de la justice, ça vous le savez. Et lorsque M. IGF blanchit Matata, ne serait-ce que sur le plan des considérations en disant que Matata est un homme honnête, on comprend. On est en train d'amadouer, effectivement, M. Matata, pour ne serait-ce que récupérer Kindu. Je vous avais promis de ne pas vous attaquer, de ne pas non plus vous embêter, de ne pas non plus vous mettre des crocs en jambes, et vous laisser parler jusqu'au bout. Est-ce que suis-je en train de le faire? Non, suis-je en train de le faire? Bien sûr. Très bien. Ici, je le considère comme un temps pour la démocratie. Très bien. Et on débat librement. Et vous aurez le temps de parole, comme tout le monde, ça je peux vous rassurer. Mais bien sûr que oui. D'accord, on va trinquer d'abord. Sans problème. Très bien. Alors... Je suis impatient. Alors, allez, on va faire durer le suspense un peu. Très bien, vous avez la parole. Alors, déchaînez-vous. Merci. J'ai rencontré mon ami Manix pour la première fois hier, c'était un plaisir. Ouais. Un Congolais qui a des réflexions. Un gentil garçon. Hein. Ouais. C'est 20 ans de relation avec lui. 25 ans. Même 30 ans. Même 30 ans déjà, je pense, ouais. Alors, allez-y. J'ai aimé son élégance. On va aller directement droit au but. Prendre M. Bahati pour une portion congrue et dans le même élan, présenter M. Matata comme quelqu'un de populaire, il faut oser, il faut le faire. M. Bahati est à la tête de la FDC, qui est l'une des plus grandes formations politiques en termes de députés. M. Matata a une formation politique dont le nom n'est même pas connu, dont les noms des députés ne sont même pas connus. Voyez-vous, j'ai toujours dit,
qu'il ne faut pas, au nom de la partisanerie, que l'on galvaude notre sens de l'honnêteté et de l'objectivité en termes de popularité. Parce que c'est le débat soulevé. Vous ne pouvez pas comparer en termes de popularité, en termes d'assises. Politique. Monsieur Mbahati et Monsieur Matata, même dans leur fief naturel, Monsieur Matata, qui a certes fait des œuvres, je ne sais pas si on pourra en revenir. Les hôpitaux, hein, la plus belle université du Congo, on parle même de l'Afrique centrale, si je ne me trompe pas. L'une des plus belles de l'Afrique centrale, en tout cas. C'est ce que j'appelle des détournements utiles. Il a détourné utilement l'argent de la République. Oui, parce que je préfère cette forme de détournement où vous détournez. Et vous construisez chez vous. Vous construisez. Vous revenez encore. Non, chez vous, c'est au Congo, en fait. Voilà. Ouais, chez vous, c'est au Congo. Donc, cette forme de détournement, je peux le comprendre. Mais pour dire que M. Matata, de ce fait, est plus populaire ou serait plus utile que M. Bati, qui est à la tête d'un parti conséquent en termes de députés tant nationaux que provinciaux. Et même, même on dirait, même au niveau du gouverneur, des gouverneurs, il en a quand même plus de 2 ou 3 ou 4 gouverneurs de province. M. Matata a un regroupement politique dont le nom n'est pas connu, dont les gens qui ont été élus députés non seulement ne sont pas connus, mais ont presque tous fait un revirement. Est-ce qu'il s'est déjà présenté aux élections législatives, M. Matata? Non. Ouais, il préfère les Sénats, on dirait, là où il y a moins de personnes. Très bien. C'est une reproche que l'on faisait à un politicien français, le nom m'échappe, qui avait une peur bleue des élections. Comment on peut comparer quelqu'un qui ne s'est jamais soumis à l'épreuve des élections, jamais, à quelqu'un qui s'est soumis, quoique on connaît comment les résultats des élections. Bah, lui, selon les nouvelles, il a été calé. Hein. On dit qu'il a été calé, son nom a été totalement enlevé. Simplement parce qu'on voulait étouffer tout le reste. On connaît tous comment les résultats ont été bidouillés. Donc, mettre Bahati dans la balance de sa popularité parce qu'il n'aurait pas été élu aux élections de 2018, je pense que... On va rentrer dans le sujet. Alors, est-ce que Mbosso, qui pense qu'il faut évincer... Mbosso le dit, que c'est inconcevable de voir des députés qui ont été élus par le peuple ne jamais prendre part au débat depuis le début de la législature et ces députés doivent partir. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais comment on arrive là, Patrick? Des députés, vous êtes élus et vous ne faites jamais, vous ne venez jamais, vous ne participez jamais au débat. Je disais que c'est de bonne guerre. Ouais. Tant que c'est que va faire M. Mbosso et dans la limite de ce que l'autorise la loi, j'ai dit qu'il n'est pas dans l'illégalité. Ce sont les cartes qu'il a entre les mains. Il est, je dirais, acculé politiquement par ses adversaires. Il se sert des cartes à sa disposition Légales, hein? Qui sont légales. Des cartes qui ont été utilisées dans la législature passée contre des députés absentéistes, dont M. Tshisekedi, dont M. Maweja, dont M. Diomi Dongala. J'en oublie d'autres. Ils étaient, je crois, 6. Ils ont été invalidés. Le sel n'était pas tombé sur la République. Ah, donc vous pensez faire tomber aujourd'hui, vous pensez faire tomber Mouchobekwa, Movasakani Milania, Alfani Massozi, Minakou, Charles Lamèche. Mais ces gens sont bizarrement, ils sont présents dans les réseaux sociaux, mais absents à l'Assemblée nationale. Le comble du cynisme, M. Minakou, c'est lui qui était président quand on a validé de la les législature qui a fait invalider les Diomi Dongala et consorts. Et il expliquait cela avec aplomb. Donc s'il y a une personne, de toutes ces personnes, qui ne peut pas discuter de cette mesure, c'est d'abord M. Minakou. Très bien. Maintenant, Beledou, vous allez avoir la parole tout à l'heure. Que Mbosso soit considéré comme un empêcheur, je dirais, de la démarche parlementaire, de la vie parlementaire même. Là encore, je dirais, par rapport à ceux
qui aujourd'hui dénonce cela, c'est le comble du ridicule. Parce que souvenez-vous, M. Beledou l'a rappelé, mais je vais encore insister. Mais ce sont les mêmes personnes qui nous disaient que dans une démocratie, il y a une majorité. Je vais vous aider. Il y a une majorité et une minorité. Et que la minorité doit se soumettre à la règle de la majorité. Aujourd'hui, l'Assemblée est composée d'une majorité. Il est tout à fait normal que les points de vue de cette majorité soient les points de vue majoritaires, permettez-moi cette tautologie, mais une logique qui a été appliquée abondamment par ceux aujourd'hui qui veulent dénoncer. Je comprendrais que cette dénonciation vienne des amis de la Mouka. Ça, je peux comprendre. Mais d'entendre le clan politique du FCC dire que voilà, il y a ceci, il y aurait cela, alors que tout se fait. Très bien. Selon ce que veut la loi. Alors, Beledou, vous allez prendre la parole. Beledou, la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le retournement de l'histoire avec Minakou qui, autrefois, sous son mandat, plus de 2-3 députés ont été invalidés et aujourd'hui, c'est lui qui doit être invalidé. Est-ce que vous pensez que ça va allumer le feu de la concorde? Est-ce que ça va finalement nous mettre ensemble ou ça va encore une fois plonger le pays dans la véritable division? Patrick parle du ciel qui ne tombera pas parce que ça a été déjà fait. Est-ce que vous pensez que Mbosso doit continuer sur la question? Oui, mais je pense que c'est les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Je pense que je veux le lire à l'attention. Allez-y. Ce que nous suivons. Je crois que c'est l'article 94. Les mandats des députés et nationaux, les députés étaient élus pour un mandat de 5 ans, etc. Toute cause d'inéligibilité à la date des élections, constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente, voilà. Cet article, l'article 95. Les mandats des députés nationaux prend fin par 1. Expiration de la législature. 2. Décès. 3. Démission. 4. Empêchement définitif. 5. Incapacité permanente. 6. Absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. Je répète, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. Sommes-nous à plus d'un quart déjà? Justement. Okay. Mais si, en son temps, Maouécha, parce qu'il s'agissait de lui, mais tu sais qu'il dit aussi. L'actuel président de la République, on voulait être invalidé. On ne va pas crier à la chasse aux sorcières. Ce sont des absentéistes, mais ce sont des gens qui font des tintamarres dans les réseaux sociaux, dans les médias. Ce sont des gens qui ne participent pas au débat, à l'avancement de la démocratie, mais ce sont des gens qui vivent du manel du gouvernement. Il y en a qui disent le jour qu'ils ne veulent pas des palissades, mais la nuit, ils font la cour à Mbosso pour avoir des palissades. Et donc, bouffent l'argent du gouvernement congolais, l'argent de l'État congolais, sans pour autant qu'ils aient mouillé les maillots. Et ils se disent malheureusement compatriotes ou nationalistes. Il n'en est pas question. Je pense que c'est la logique, même parlementaire. Je viens de vous citer l'article 95 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si hier cela a été fait, aujourd'hui on est loin de crier à la chasse aux sorcières. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? On va aller. Est-ce que Mbosso tiendra jusqu'au bout? Non, mais il doit tenir jusqu'au bout. Mbosso est contraint de tenir jusqu'au bout. Vous savez. Mais pourquoi seulement maintenant, Beledou? Pourquoi seulement maintenant? Mais parce qu'il n'y a pas d'indicateur pour faire le travail parlementaire. Il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas de moment propice pour faire le travail parlementaire. Il est des questions qui nécessitent les momentos. Puisque les députés ont estimé que c'est le moment de valider ceux qui ne siègent pas, ils ont des suppléants, ne vous en faites pas, ils vont continuer malheureusement à gérer leurs suppléants, ils vont tirer les dividendes comme ils en ont l'habitude, mais il faudrait faire respecter la tradition parlementaire, les textes de l'Assemblée provinciale nationale. Ceux qui sont absentéistes, ils peuvent simplement partir. Mais j'aimerais quand même rencontrer mes co-débatteurs, notamment mon ami Manix qui fait l'ascension des Bahati-Lukwebo. Malheureusement, de Matata Poli. Mais pourquoi vous le refusez comme ça? Vous le refutez comme si c'était quelque chose. Non, écoutez, vous savez, dans une société,
sérieuse, dans un débat sérieux, on ne peut pas faire inviter les noms de Matata Ponyo sur un plateau de télévision. Parce que je le dis à une voix intelligible. Il a été le premier ministre qui détient le record de la longévité à ce poste. Il a été le premier ministre qui a su quitter son bureau à 5 h du matin et arriver à son bureau à 5 h du matin et partir de son bureau après tout le monde à 23 h pour organiser les détournements des Bokanga Lonzo. Malheureusement, c'est ça le fait. On quitte tôt le matin pour organiser des scandales financiers. On vous a parlé de tous les projets que Matata Ponyo a pu faire dans ce pays. Ce sont des projets extra-budgétaires, non rétracés au niveau de l'Assemblée nationale. On vous parle de l'immeuble intelligent qui n'a d'intelligence que dans la tête de Matata. 41 millions de dollars. 41. Non. Initialement prévu 50. 41 milliards. Ça, c'est les informations que je dispose. 41 millions de dollars. Mais si c'est 50, c'est encore grave. Hein? 41 milliards. D'accord. C'est 50, c'est encore grave. Ouais. 41 milliards. Initialement prévu pour 27 millions de dollars. Mais on vous dit que c'est l'immeuble intelligent. C'est l'immeuble le plus idiot du boulevard Grand aujourd'hui. Allez voir, ça saigne, les ascenseurs ne marchent pas. Mais on nous a vendu du vent. Il est spécialiste en ça, en vente de vent. On nous ramène les avions Nengampeta Kipavita. Le premier jour de son inauguration, Kinshasa, Kindu, l'avion cloué au sol, le jour de son inauguration. Le bombardier A400. Je vous donne le mot. Je vous donne le coût du projet de Congo Airways, c'était 105 millions de dollars. Initialement prévu pour 10 avions. On n'en a eu que 4, 2 en panne, 2 qui sont restés. Et voilà. Merci. Et donc, on vous amène des avions qui ont été dans le rodage pendant plus de 10 années de vie. Mais on l'amène ici, on le repeint, on les surnomme avec nos héros, Kimpavita, Nengampeta, etc. Le jour de l'inauguration, l'avion est coulé au sol. Il fallait trouver 500 000 $ pour redynamiser cet avion. Et donc, aujourd'hui, parler dans un débat sérieux des Matata Ponyo, je suis désolé, c'est exactement faire du fanatisme, du snobisme. Mais l'IGF qui pense qu'il est honnête, il est organisateur, il est sérieux. C'est l'IGF, c'est pas Manix. Heureusement que nous étions. Manix n'a fait qu'extirper la partie qui a plu à Matata Ponyo. Mais il n'a pas fini la pensée de l'IGF. L'IGF a dit, lui, des fois, il est embarrassé de voir que ses propres frères. Il a parlé d'abord de son frère qui était à l'ONATRA, je crois. Son cousin. Son cousin qui ne faisait que venir à son bureau. Mais après, il dit, mais monsieur, je ne peux rien pour toi. Regardez ton dossier de gestion. Ce n'est pas moi, l'IGF, Alinguet, qui fait des rapports. Ce sont des inspecteurs généraux qualifiés. Un rapport où la gestion, votre gestion, a été constaté catastrophique. Ici, je ne peux rien faire. Et il cloue à Makala. Et il a fait allusion à Matata Ponyo, comme pour dire, j'ai étudié avec Matata Ponyo. C'était un collègue de classe. Je le savais organiser. Malheureusement, lorsqu'on l'a vu au centre d'un scandale sur le dossier Bokanga Lonzo, il est venu vers moi. J'ai dit, monsieur, je ne peux rien faire pour toi. C'est un ami, je le savais organiser à l'école, à l'université. Mais lorsqu'on a vu son dossier sur Bokanga Lonzo, c'était des dossiers compromettants. Et donc, venir dire ici, l'IGF a censé, c'est un mea culpa, des raccordements frauduleux cousus des fils blancs. Voyez-vous, lorsqu'on dit par exemple, puisque l'IGF a tenu un propos extirpé par Manix pour lui plaire ou Matata Ponyo, cela veut dire que Matata est blanchi. Matata n'a jamais été blanchi. Même à l'Assemblée, au Sénat, Matata vient avec un discours de blanchiment. Je suis blanchi, je ne suis plus concerné par les détournements. Que non, si la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à la matière, cela ne veut pas dire que le dossier a été inventé. Je parle sous réserve des juristes. C'est pas un acquittement non plus. Ce n'est pas un acquittement. On veut bien. Et donc, je reviens, je vais sur... On va terminer parce que Manix aura la parole. Il va prendre la parole. Oui. Je sais qu'il va prendre la parole. Pierre, même la personne va prendre la parole pour défendre Matata Ponyo. Et malheureusement, il sera pas... Arrêtez de t'embrouiller, Manix, ça c'est ça. Mais lorsqu'on parle de Bahati Lukwebo, il dit ici que Bahati Lukwebo, c'est un acteur mineur. Mais cette élégance-là, vous savez, entre le pour et le contre, il y a les sérieux. J'invite Manix à ne serait-ce qu'observer les sérieux. Mais le poids politique d'un acteur politique se mesure sur un exercice arithmétique. Lorsqu'on vous dit que Matata Ponyo, parce qu'elle est là si bien dit éloquemment, il représente quoi sur le plan politique? Ben, sa longévité en tant que Premier ministre. Sur le plan politique, l'exercice arithmétique, Bahati Lukwebo a 41 députés nationaux. La FDC, 41 députés nationaux, 70 députés provinciaux.
sur le plan politique. Combien de gouverneurs déjà? Je crois qu'il y en a. Des gouverneurs, il en a près de 10. Oui. Sud Kivu, etc. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est un poids politique considérable. Mais il ne faudrait pas aussi tomber dans le jeu des Kabila qui savait récompenser les joueurs ou les chevaux faibles à la place des chevaux qui gagnaient compétition. Mais on l'a vu à l'Assemblée, au Sénat, lorsqu'il fallait compétitionner pour arriver, pour choisir un président. Mais c'était quoi l'étiquette des Kabila? On a pris Alexis Tambou Mwamba, quelqu'un qui, dans son fief naturel, n'a même pas un chef du quartier. On le prend, on l'ascense au niveau du Sénat. C'était de l'injustice au regard du poids politique des Bahati. Pourquoi je l'évoque? Je l'évoque parce que il y a eu des règlements des comptes au niveau du PPRD. Il fallait affaiblir Bahati Moukwebo, l'humilier, Lui ravir même son parti. ravir même son poste. Ouais. Et même son parti, à un moment donné, il y a eu des doublements, et parce ainsi de suite. qu'on a vu les moutailles, etc. Exact. C'était une guerre ouverte et Kabila en a regretté, il a payé les frais. Il en a payé les frais. Et venir avec un tel discours devant Merci. les gens qui sont avertis, je pense que ça ne tient pas les mots. Très bien. Matata Poni, organisateur, oui, je Vous suis aurez la d'accord parole, avec Mélix, ça. vous allez continuer, ne vous en faites pas. Matata Poni, organisateur, oui, je suis d'accord avec ça. Organisateur des détournements, des scandales financiers, organisateur Merci, Beledou. des scandales qui, aujourd'hui, a mis à affamer les compatriotes congolais Très bien. par le projet de Merci, Beledou. Manix Yenda Faye, vous avez le temps de parler. Ne vous en faites pas, je vous laisse votre temps de parler. Top chrono, vous avez 5 minutes. Je voudrais d'abord élaguer quelques malentendus que j'ai entendus sur ce plateau. Et je pense que c'est quand même déplorable. Et je le considère comme une denrée non comestible. Et surtout pas comme quelque chose que l'on doit partager dans un débat aussi républicain comme celui-ci. On doit faire attention à la drogue populaire. On doit faire attention à ces styles de politique à la Bombay où on doit à tout prix injecter des drogues dans la tête de Congolais pour faire dévier le Congolais vers le chemin de la vérité. Et je veux le faire aujourd'hui. Je veux vous désintoxiquer de cette drogue populaire. Alors, on va être élégant un peu. Hein. Allez. J'ai entendu, non mais ils n'ont pas été élégants. Ils ont parlé des termes le plus creux possible. Et je le répéterai peut-être si vous en voulez. Vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de M. Matata? On va laisser Mélix parler. J'ai entendu ici des gens qui veulent faire l'apologie de monsieur Bahati. Vous savez, moi, je ne suis pas dans le traditionnalisme politique. Ils ont tout le temps défini la capacité des acteurs politiques par le fait d'avoir autant de députés, autant de gouverneurs, autant de ministres. Oui, monsieur Bahati a autant de ministres, autant de gouverneurs, autant de bourgmestres et encore de surcroît. Il a même des communicateurs, de défendeurs de M. Bahati. On ne va pas aller dans les effectifs parce que je rappelle que celui qui a commencé à parler de ces dossiers, c'est vous. C'est vous qui avez appelé ces débats à la télévision. Comptabilise c'est vous qui avez commencé ces débats. le nombre de gens que Bahati a dans son actif et c'est en cela qu'on le définit comme un acteur politique ayant un poids politique avéré. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là parce que ces clichés-là, ces stéréotypes-là, nous devons le dégager. Moi, je considère le poids politique comme le fait d'avoir la capacité de résoudre le problème de Congolais. C'est en cela que l'on doit changer le paradigme lorsque nous venons faire la politique. Oui, il a autant de ministres, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous poser la question, est-ce que le peuple congolais s'identifie par rapport à la gouvernance de ce monsieur qui a toute une floraison de députés, des ministres et de gouverneurs? Je dis non. C'est en cela que nous devons changer notre façon de voir les choses. J'ai entendu ici, on dit, immeuble intelligent. D'abord, il a dit, mon frère Beledou, que je respecte beaucoup, il a dit, voilà, c'est parce qu'il y a de l'argent qu'on distribue, lorsqu'il a parlé de l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est vrai, on a distribué de l'argent. Mais si on distribue de l'argent, c'est parce que l'État a de l'argent à gaspiller. Ils ont été dans une contradiction, je dirais même nauséabonde, entre les deux. L'un a parlé de 50 millions, l'autre a parlé de 41 millions pour la construction de l'immeuble intelligent, ce qui démontre d'ailleurs la fausseté de leur information. Mais ces 50 millions-là a été gaspillé comme ça, pour le palissade, aux députés nationaux. L'immeuble que lui considère comme un immeuble idiot, c'est cet immeuble-là qui abrite autant de ministères de notre pays, qui autrefois étaient locataires chez certains individus ici, dans la ville de Gombe. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous enseigner au peuple congolais qui nous regarde? Effectivement, nous avons un minimum de respect lorsque nous parlons de Matata, parce que le peuple congolais s'identifie effectivement dans le modèle de gouvernance de Matata, parce qu'au-delà de ça, on parlera de Transco, c'est vrai. Vous avez parlé de 4 avions, aujourd'hui on en a 2. Oui, si on en a 2 parce qu'il y a une très mauvaise politique de gestion, surtout en termes de maintenance, en termes de gestion, de logistique, et ça se justifie. Mais Matata là,
Il a fait de choses. Il y a l'immeuble intelligent, oui, il a parlé. Il y a l'hôpital du cinquantenaire. Il y a l'ENA. Il y a de choses. Dans le 12, je vous interdis de rire quand votre coordinateur parle. Lorsque nous parlons de Matata, je pense le témoin. Mais regardons-nous en face. Vous avez 3 ans de gestion. Il vous reste 1 minute, Manix. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me suis rendu compte que la question la plus facile à poser aux défendeurs de ce régime, c'est cette question autour du nombre des écoles construites par les régimes de l'Union sacrée de la nation. Le nombre des hôpitaux, vous en avez construit combien? Combien d'emplois vous avez donné aux Congolais, ne serait-ce que dans cette période de 3 ans de gestion? Combien vous en avez fait? Regardez la précarité aujourd'hui, elle est tellement exécrable. Si autrefois nous avons considéré la gestion de Joseph Kabila comme une gestion opaque, ces régimes-là qui nous a sombrés dans un bourbier de désespoir. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, on fait pire. Mais ce régime-là, Matata était un grand artisan. Il en a fait 4 ans comme Premier ministre. Christian Bossembe, vous devez avoir la capacité et la souplesse même de faire le distinguo. Parce que vous savez, dans ce pays, on a y a parlé du président Kasavubu, mais malheureusement, l'histoire n'a jamais retenu le nom de ce monsieur. Curieusement, l'histoire a retenu le nom de Patrice Emery Lumumba. C'est ça l'exigence de l'histoire. L'histoire a affaire aux hommes extraordinaires. Si vous êtes ordinaire, vous passerez, l'histoire ne retiendra pas. Et Kasavubu, on n'a pas reconnu Kasavubu? Nous avons connu un président Joseph Kabila, mais l'histoire a retenu le nom de M. Matata. Sur cela, ce qui est encore curieux, on a le gouvernement de Félix Tshisekedi, le président Tshisekedi, avec un Premier ministre à la tête du gouvernement, et l'histoire ne retient le nom d'aucune personne. C'est cela, en fait, des évidences. Et donc, aujourd'hui, il faut nous éviter dans cette histoire. Très bien, on a fini. La cacophonie était épuisée de gens qui se sont distingués. Vous avez la parole. La qualité de leur service. Et ces gens-là ont servi loyalement la République. Et merci. Matata est l'un de ce genre que nous devons respecter parce que les œuvres sont là. Merci beaucoup, Manix. Vous avez pris 5 minutes sans interruption. J'apprécie beaucoup, surtout les co-débatteurs qui n'ont pas interrompu. Manix fera la même chose comme il sait déjà bien le faire. Patrick, est-ce que vous êtes aussi impatient, toujours impatient? Oh, c'est... Vous savez, c'est que j'aime ce Manix. J'aime sa diction. Ok. Mais la diction ne vaut pas argument. On dit merci, vous en complimentez. Ouais, comme je l'ai toujours dit, ce que j'aime chez le président, c'est la volonté. Mais on ne construit pas le pays avec la volonté. Simple. C'est arrivé là. Non, mais c'est arrivé à ce niveau. On va y aller. Allez-y. On va y aller. Allez-y. Monsieur Manix, qui est très élégant, dit voilà, nous sommes des communicateurs de Monsieur Bat. Et il est communicateur de qui? Du peuple congolais. Parce que entre l'escroquerie politique et la démagogie, moi je choisis le chemin. Non, s'il vous plaît, ayez vos apaisements. Je suis très apaisé. Vous voyez ce jeu de caricature. Je pensais qu'on a dépassé cela. Vous savez, moi, quand les gens, vous avez dit ce qu'ils disent, et alors, moi je m'assume. Ouais. Je suis de ceux qui s'assument. Voyez-vous, vous venez faire des éloges à M. Matata. On vous contredit. Ah non, vous êtes des communicateurs des bâtis. On vous demande, vous êtes communicateur de qui? Du peuple. C'est ce que j'appelle du populisme. Il faut savoir s'assumer. Si Matata est quelqu'un d'extraordinaire, il n'y a aucune honte d'assumer que vous communiquez utilement pour lui. Pourquoi vous cachez? Pourquoi faire la communication, je dirais, de félonie? Bon, on va aller. Et il dit que le régime de Kabila était un bourbier de sombritude. Et que dans cette sombritude, seul M. Matata... Excellent. Mais c'est dire une chose et son contraire. Si Matata était aussi brillant que cela, il aurait dû, sa gestion en tant que Premier ministre, aurait dû éclairer la gestion de la Kabylie. Vous ne pouvez pas peindre la gestion de la Kabylie tout en noir et dire que dans cette noirceur, seul Matata, qui était le Premier ministre pendant 4 ans, le plus long, la longévité la plus longue, on va dire. Et vous citez des réalisations pêle-mêle. Dans ces réalisations, vous citez l'hôpital de cinquantenaire. 100 millions de dollars de budget. Aujourd'hui, l'État congolais doit à cet Indien 80 millions de dollars. Donc, en d'autres termes,
nous sommes en train de perdre, parce que si le monsieur demande, avant de le faire partir, pour que le cinquantenaire nous revienne à nous, il faut qu'on puisse payer 80 millions de dollars de ce monsieur. Et donc, si on ajoute encore 20 millions, on aura tout perdu. Et le gars peut récupérer l'hôpital, on aura perdu. C'est 100 millions de dollars hein, d'investissement. Seigneur. Et c'est ce modèle que l'on vient louanger ici. Vous savez, Matata, qui est kabyliste, a fait partie d'un régime. Aujourd'hui, j'entends ce discours, pas de lui. Il dit, maintenant, actuellement, c'est pire. On va faire une petite comparaison. Entre un régime qui a mis à genoux des ports, donc notre port de Matadi, pour faire des ports privés appartenant aux caciques, et un régime qui vient construire pour la République le port de Banana, je dis bien pour la République, et qui est en train de réhabiliter le port de Matadi. Vous pouvez comparer qui fait pire. Entre un régime qui vient détruire la société de chemin de fer, détruire en favorisant Hakuna Matata, qui est une compagnie privée appartenant à l'un des caciques de la Kabylie, M. Katumbi. Quand vous avez un régime qui a pris toutes les parcelles de l'État, qui les a distribuées comme de petits pains à tous les caciques. Oh, on va aller plus loin. Ouais. Quand vous prenez un régime qui a pu autoriser les militaires de pénétrer dans les paroisses, de gazer, de fouetter, de tirer, de tuer, mais vous dites, on connaît pire. Ouais, sans parler de coupures de réseau, de connexion, tout ça. Quand Très vous bien. avez un régime, M. Manix dit ce qu'il veut. Nous, il nous arrivait en pleine émission. Kata signal. Ouais, malheureusement, ici on ne captera pas. Non, pas du tout. Non, je me demande, même si on est dans un débat binaire, manichéen, où ici c'est noir, là c'est blanc, ou le contraire, il faut parfois savoir nuancer. Revenons sur le débat. Merci beaucoup, Patrick. Et allez, je reviens à vous. Beledou, vous avez la parole, vous voulez vraiment dire, parce qu'après on va aller autre chose. Il y a l'électorat qui nous attend, il faut qu'on en parle. Oui, on va aller rapidement. Oui. Vous savez, moi j'ai appris en journalisme, on ne tire pas sur un corbillard. On ne tire pas sur un corbillard parce qu'à l'intérieur du corbillard, il y a des cadavres qui vont droit vers les cimetières. Malheureusement, aujourd'hui, on nous impose un débat sur un corbillard. Il a parlé des Matata, ce n'était pas les débats de l'émission. Il a fait un raccordement frauduleux pour défendre Matata, et puis il taxe les communicateurs des Matata. C'est lui qui a amené ce débat. Ce débat n'existait pas. Ce n'est même pas inscrit à l'ordre du jour. Non, pas du tout. C'est lui qui nous a amené les débats. On est sur la chaise éjectable et en validation. Mon ami Manix fait une crise de nerfs, il nous traite des communicateurs des Matata. Que non, c'est lui qui a cité en premier le nom des Matata. C'est lui qui a cité en premier le nom des Matata. Je cite le nom de titre de justement, Bosso sur la chaise éjectable et invalidation de député absent des Matata. C'est parce que monsieur, mon ami, qui a amené ce débat sur la table, et malheureusement, il a cité en premier le nom des Matata, il est parti. C'est lui. Mais puisqu'on parle quand même du corbillard, accompagnons le corbillard vers son cimetière, son inhumation. Mais ici, sur ce plateau, cher ami, on définit la politique comme étant la capacité de résoudre les problèmes des Congolais. Matata a résolu quel problème? Il a affamé les Congolais. Les projets Bukangalonzo, 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Ici, non loin de chez nous, ici à Kinshasa, pour desservir, résoudre la problématique de la famine à Kinshasa, dans le Congo, dans le Kwango et les Grands Bangoumou. Mais qu'en est-il de ce projet? Vous avez vu les jeux de ping-pong. Aujourd'hui, Ernest Nyang, qui est un service d'audit international, vous dit clairement, la mafia a commencé les jours de sa conception. Et l'auteur de la conception du projet Bukangalonzo, mais c'est le monsieur en rouge, en cravate rouge. Malheureusement pour le Congolais, lorsque vous êtes aux affaires, vous échouez lamentablement, mais vos entreprises ne font que fleurir, florissantes. On a vu Bukangalonzo, plutôt que de voir les maïs de Bukangalonzo, on voit une université sortir des terres à Kimbu. Et donc, le momento 2015-2016, Bukangalonzo échoue, 2017-2016, on a une université qui... Mais Matata a fait 1000 écoles. Ah, encore, je vais rejoindre. Et donc, ici, je voudrais battre en brèche ce qu'il a tenu comme argument pour dire Matata, c'est un bon gestionnaire. Je vous dis ici, lorsque vous êtes aux affaires et que vous échouez, vous ne pouvez pas donner des leçons de gouvernance, sinon, faites-les au larbin. Deuxième élément, s'il vous plaît, quand tu parlais, j'ai les pipés mots. Belle leçon, j'ai les Donc, rencontrons-nous. Les projets PRIS dont il parle ici, projets de réhabilitation
et des infrastructures scolaires. Ce projet tenait sur la construction de 1000 écoles. 1000 écoles. Est-il capable, ici, sur ce plateau de télévision, un projet que le gouvernement, financé par les fonds propres du gouvernement congolais, 257 millions de dollars. Y a-t-il une école à Kinshasa qui a été réhabilitée ou construite dans le cadre de ce projet? En est-il capable de nous dire ne serait-ce qu'une école construite? Aujourd'hui, on a parlé de la gratuité de l'enseignement. Il se pose un problème d'infrastructure. Chez moi, à Bouta, il se pose un problème d'infrastructure. Chez lui, au Grand Équateur, il se pose un problème d'infrastructure. Combien d'écoles ont été réhabilitées? Il en est incapable. Et tout ça retombe sur Tshisekedi. On échoue hier. On laisse les bazars, on laisse Tshisekedi résoudre le problème et on veut que les choses se passent. On dit une baguette magique. 257 millions de dollars et on parle en bombe les torses ici. Et donc, puisqu'on parle d'un corbillard, mais parlons-en justement, cinquantenaire. 100 millions de dollars pour réhabiliter une bâtisse qui existait déjà. 100 millions de dollars, s'il vous plaît. Vous savez qu'avec 100 millions de dollars, le Rwanda a construit tout un stade. Un stade olympique, international. 100 millions de dollars. Au Congo, on injecte 100 millions de dollars pour avoir un hôpital dont 90% des Congolais ne savent pas aller se soigner. Lorsque les gens sont malades, lorsque Matata Ponyo est malade, il va faire les désordres dans la DGR. Laissez-moi partir me faire soigner. Mais il a injecté 100 millions de dollars. Pourquoi ne se fait-il pas soigner à l'hôpital des cinquantenaires? On se moque de qui? Des Congolais. Et donc, cher ami, pour chuter, j'aimerais dire ici, et je le réitère encore, la capacité d'un homme politique s'estime à un exercice arithmétique. Je le dis et je m'assure. Lorsque vous dites que vous avez de l'ancrage sur l'arène politique, cela doit se mesurer sur votre capacité, 1, à mobiliser. 2, votre capacité à avoir des élus, des représentants au niveau national. C'est pas vous-même. 3, l'ancrage qu'a votre parti à travers la République. Et vous pensez que Matata n'est pas populaire au Maniema? Mais écoutez, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Pardon, on a vu Salomon escader là, au Maniema. Bah, il a fait un plein craqué. Craqué? Ouais, un plein craqué. Avec tout ce qu'il a fabriqué, avec l'argent qui est venu du ciel. Détournement intelligent. Peut-il nous dire aujourd'hui s'il est capable de mobiliser comme on l'a vu avec M. Escadela dans le Maniema et Kindu? Question. Si on veut être sérieux vis-à-vis de nous-mêmes, on ne peut pas utiliser les mots français qu'on a appris à l'université pour défendre Matata Ponyo. Surtout que nous sommes jeunes. Et moi, je me pose la question pour mon ami avec qui on a partagé les mêmes convictions hier. En douceur, je termine par là. Avec qui on a partagé les mêmes convictions lorsque nous étions sur Bossolo, la politique, un plateau d'un confrère que tu maîtrises très bien. On a partagé les mêmes convictions. Mais je me pose la question. Qu'est-ce qui a changé dans un mois alors qu'on était contre la gestion des Matata Ponyo, la gestion des Kabila en un mois et seulement en quelques mois, moins de 3 semaines ou 4 semaines, on change et on trouve la gestion des Matata Ponyo comme une gestion venue des anges. Je me pose la question, qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Peut-être qu'il y aura la parole. Il peut éclairer l'opinion. Très bien. Qu'est-ce qui a changé? On critique Matata Ponyo sur la plateau de télévision des mes gestions et que dans un mois, dans quelques semaines, on change, on vend Matata Ponyo comme étant quelqu'un de très important. Très bien. Je pense qu'ici, il faut éclairer l'opinion et il en va de notre génération. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris la question, je vais vous le lire. Le sujet est affiché sur le bas de vos écrans. Je rappelle le sujet de la base. Donnez-moi le sujet, s'il vous plaît. Les sujets. Inscrivez les sujets sur l'écran, s'il vous plaît. Ah, mon équipe était un peu en retard. D'accord. Donc, le sujet était bien évidemment Mbosso sur une chaise éjectable et invalidation des députés absentéistes. Nulle part le nom de Matata, sauf le nom de Mbosso qui commence avec M, mais en tout cas, il n'y avait pas Matata dans le sujet. Manix nous a amené ce débat et il nous a obligés d'aller dedans. Manix, tu me dois mon émission parce que là, tu nous as amené dans une autre trajectoire. Non, mais vous concluez pour parler d'autre chose. En parlant de Mbosso, effectivement, je m'étais permis à faire le parallélisme pour justifier effectivement la stratégie du président de la République dans un cadre politique qui veut se débarrasser effectivement de toutes ces cartes-là qui aujourd'hui ne les servent plus d'utilité dans un contexte politique actuel. Pourquoi? Parce que nous tendons déjà vers la période préélectorale et le président de la République a besoin d'acheminer avec ceux qui représentent un certain nombre d'ancrages populaires
dans leurs provinces respectives. C'est en cela que nous sommes tombés sur le nom de Matata, parce qu'il a quand même une notoriété dans son Kindu natal. C'est en cela que j'ai cité le nom de Bati. Non, Bati, il n'a pas l'ancrage populaire. J'ai cité plutôt le nom de Vital Kamerhe, parce que Kamerhe, quand même, il a de l'ancrage dans son Kivu natal. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai, Bati, c'est vrai, c'est un manager politique. Il sait comment il utilise ce moyen pour avoir des députés, ça c'est tout à fait normal, mais seulement, moi je définis, et je le réitère, la capacité d'un acteur politique par le fait d'avoir la capacité de résoudre le problème de Congolais. Mon frère Bélédou, la politique est un sacerdoce. On parlait de parce que je vous ai même entendu, j'ai entendu hier quand il demandait, mais quels sont les partis de M. Matata? Attention, c'est ça ce que moi je considère comme le traditionnalisme politique. Vous avez ces clichés-là. Vous pensez que dans ce pays, pour résoudre le problème des Congolais, il faut nécessairement se retrouver dans un carcan politique. Attention, il y a des Congolais de qualité qui sont en dehors de la politique. Cette dame-là qui nous a pondu... Mais il a été aux affaires. On appelle son bilan ici. Est-ce qu'il a un parti politique, Matata? Est-ce que Matata a un parti politique? Matata, actuellement, n'a pas de parti politique. Mais il a un mouvement politique? Il a un bureau politique qui l'accompagne. Le parti politique peut-être viendra parce que c'est un acteur politique. Ça dépend de ses ambitions. Mais aujourd'hui, parlons de Matata comme un Congolais qui a... Non mais, s'il vous plaît, ça c'est même pas ça le nez du débat. Moi, je vous dis que Matata est un citoyen qui a donné sa part de contribution et le peuple congolais s'identifie par rapport à sa mouvement. Très bien, Manix. Est-ce que vous pouvez nous parler de la bancarisation des stades municipaux, des GoPass? Pourriez-vous? Non, parce que c'est vous qui en parlez. Si ça ne vous intéresse pas, on passe. Moi, j'ai pas de problème. Si vous n'êtes pas prêt pour me répondre à cette question, vous pouvez vous cultiver sur la question, vous revenez pas. Moi, je suis prêt. En fait, en réalité, c'est vrai. Aujourd'hui, notre pays est géré par un régime. Malheureusement, les défenseurs du régime de l'Union sacrée de la nation n'arrivent pas à justifier, au fait, les actions positives du président de la République et de leur régime. Non, c'est pas la question. Non, mais justement, effectivement, oui, la question c'est Matata, parce que Matata, quand même, a y à faire quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à me parler de la bancarisation des stades, on parle de Matata GoPass? parce que vous savez quand même l'hôpital du cinquantenaire existe. Vous parlez des Matata parce que vous savez que l'immeuble intelligent existe. Est-ce qu'on parlera de ces gens-là qui exercent le pouvoir aujourd'hui? Parce qu'il y a quoi qui existe? Rien du tout. C'est ce qui est décevant. Et je pense que le peuple qui nous regarde, est-ce que mes deux frères que j'aime bien peuvent prendre plus de temps? Au lieu de parler, c'est vrai, ils peuvent critiquer comme ils le veulent sur les œuvres de Matata, la qualité des œuvres de Matata, parce qu'ils parlent de surfacturation, et etc., des détournements, etc. Mais Matata l'a fait comme tel. Mais vous pouvez parler de quoi par rapport à vos œuvres, vos actions, que le peuple peut se souvenir effectivement à travers la politique de M. Tshisekedi. Or, tout ce que je sais, je finis par là, tout ce que je sais, le président de la République nous a fait des chapelets d'intention. À Mongafula, il nous a présenté un programme de lutte contre la pauvreté depuis 2019. Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement pas. Le président de la République a promis aux Congolais qu'il fera de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, où nous en sommes? Aujourd'hui, on sort carrément du débat. On sort du débat. Chose grave, le président de la République a promis même aux athlètes, aux basketteurs congolais, des jeeps. On sort du débat. Vous n'avez aucune capacité de défendre les actions de votre régime parce que vous savez, dans votre actif, il existe très bien. Zéro. Alors, on termine. En 30 secondes. S'il vous plaît, parce que là, on est en train de sortir du débat. Non, en 30 secondes. D'accord, mais on termine en tout cas. Il était question ici, il a traversé le débat. Malheureusement. Est-ce que vous voulez qu'on s'en plaisante sur la question? Je vous ai écouté. Il était question de poids politique. Il n'était pas question... Moi, je le définis à ma manière. Le poids politique, vous le définissez comme ça? Bien sûr. Le poids politique, pour moi, c'est la capacité de résoudre le problème des Congolais. Le poids politique. La politique est un sacerdoce. Ok. Le but, merci Manix. La satisfaction de terminé. Le poids politique a une signification, une définition universelle. Tout le monde le connaît. Nous devons évoluer avec ça. Ça sont des clichés négatifs. Très bien. Que nous devons extirper de notre conception en tant qu'acteur politique. Oui, allez-y. Le poids politique est universellement connu comme l'ancrage d'un parti ou d'un leader. Aujourd'hui, ce n'est pas sur ce plateau que M. Manix, pour le besoin de la cause, pour servir M. Matata, va redéfinir ce que c'est qu'un poids politique. Ça, c'est de A. De deux. Il dit qu'est-ce que vous pouvez dire de bien sur... Voilà. Il dit que M. Matata était là pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, on parle d'une augmentation de salaire de 30%. Il peut me dire, sous 4 ans de Matata, les salaires de fonctionnaires ont évolué et ont augmenté de combien? Parce que c'est ça des choses concrètes. Des chiffres. Des chiffres.
Parce que Matata était Donner quelqu'un le qui... salaire d'un enseignant, d'un fonctionnaire de l'État, c'est combien? Ça varie. j'ai Ça dit varie. ici. Ça varie, il y a J'ai des dit échelons. ici. Il y en a qui ont $100, il y en a qui ont $150. Il y en a qui ont $250. Et on a ajouté 30%. J'ai posé la question. Vas-y. Il a parlé de résoudre. Il peut me dire de combien de pourcents ont été augmentés les différents salaires des soldats, des militaires, des fonctionnaires sous Matata. Une question simple, parce que c'est ça quelque chose de concret. C'est quelque chose qui résout les problèmes de pouvoir d'achat. Et même le budget, hein, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est de 6 milliards à 9 milliards aujourd'hui. Et même on projette 11 milliards. Matata qui est financier, Matata qui est issu du milieu de la finance, il peut nous dire en 4 ans, quelle est cette régie financière qui avait atteint les assignations. C'est sous Matata qu'on a connu parce que je ne suis pas un économiste, mais heureusement, on a eu M. Bouzolo qui nous a parlé de coulage des recettes. C'est sous Matata qu'on a connu cela. C'est sous Matata où il y avait un coulage extraordinaire. Mais ça continue jusqu'aujourd'hui, Patrick. Ça continue, mais ça continue. Mais pour vous montrer. Mokoko Samba, ça l'a même coûté le poste. Pour vous montrer que Pour démontrer que le mal était profond et qu'il nous faut du temps. Aujourd'hui, là où les assignations n'atteignaient pas, même 80-70%, les régies financières aujourd'hui dépassent. C'est l'une des premières fois dans ce pays que le budget soit non seulement atteint, mais que les assignations dépassent. soient... Très bien, on termine. Pourquoi parlons-nous alors? On termine. Pourquoi parler? On termine en tout cas. Merci beaucoup. On parle de la loi électorale, s'il vous plaît. Permettez-nous de passer. On parle de la loi électorale, ça va nous aider. On passe. Passons bâti. Si vous voulez. Il va me corrompre. Jamais. J'ai placé juste une petite phrase. Passons. On a décidé de passer et passons. Alors, la loi électorale, est-ce que vous pensez que ça va finalement changer beaucoup de choses ou vous pensez que la loi électorale, tout le monde a peur de la loi électorale? Parce que tenez, les statistiques nous prouvent que il y a près de 300 familles qui gèrent l'Assemblée nationale. Les maris, l'époux, l'enfant, le beau-frère, le beau-fils. L'époux, l'épouse et l'épousette. Parce qu'il y a certains même 2 femmes dans l'hémicycle. Et des enfants et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a été piégé par une loi électorale qui laisse les députés escroquer la population? Ça veut dire un député, un candidat qui vient dire chez Patrick, il dit vote pour moi, je serai votre député provincial, et en même temps il va vers Beledou, il dit vote pour moi, je serai votre candidat national, en même temps il va chez Manix, il dit tu me votes à moi, je serai ton sénateur. À la fin le gars se retrouve avec pratiquement 3 sièges au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est comme ça qu'ils ont le poids politique. Il est son cousin, oui, mais fait passer cette loi est passée comme Matata était Premier ministre. Hein. Non, mais ouais, donc non, mais j'ai juste ils ont le poids politique. Ouais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Alors, il laisse l'Assemblée nationale, le provincial, il laisse l'Assemblée nationale, il va peut-être au Sénat, et encore, il attend être ministre. Une fois qu'il est ministre, il laisse derrière lui ses frères, ses cousins et tout ça. Est-ce que vous pensez que cette loi-là va passer à l'Assemblée nationale quand on sait que c'est d'abord eux les premières cibles? Oui, écoutez, dissocier Manix et Matata, c'est dissocier les pères, les fils, les esprits. À ce point! Toi, constitue un seul corps. Mais j'aimerais quand même... Donc, je sais que M. Matata a beaucoup d'affection pour Manix. Ça, je sais, mais pas à ce point. Par là, j'attendais que Manix me dise quand est-ce qu'il a changé d'avis sur Matata. Ça sera dans le couloir. Dans le couloir. C'est compliqué. Oui. Depuis... Non, c'est important. Depuis que je suis là, j'ai fait des débats, je suis Manix, c'était ma première fois de le voir. Et je comprends parce que défendre quelqu'un comme Matata Ponyo, il faut avoir des muscles, alors des nerfs solides. Comme lui dit aussi, défendre la gestion des Fachi, c'est avoir des muscles terribles. Tant mieux pour lui, mais ceux qui nous suivent comprennent la difficulté. Mais avant de venir défendre Matata Ponyo, prenez les risques de l'appeler et prendre des éléments de langage. Matata Ponyo a quitté le PPRD. Depuis 2018, il a démissionné. Il a un parti politique, c'est important, qui s'appelle ATIC. Et ce parti politique-là, qui a 3 députés. 3. Et donc, à ce stade-là, c'est de la folie. Cela relève du surnaturel. Comparer quelqu'un qui a les 3 députés. On va laisser ce sujet. C'est pas moi, c'est Ferdinand Kambere qui lorsque Matata Ponyo est parti créer son parti, c'est lui qui en a alerté. Il dit, mais c'est monsieur, je joue un double jeu. Il a son parti, il a 3 députés. Et donc, ici, il faut le dire, le poids politique dont il définit là, dont il dit la capacité à résoudre les problèmes, j'aurais bien voulu que Matata ait cette capacité à résoudre les problèmes des Congolais. Par
Par contre, au lieu de résoudre les problèmes, il a ramené les problèmes que nous gérons jusqu'à Ma question, loi électorale, les évidences à soulever. Les policiers qui sont Il n'arrive décédés, pas à se les militaires débarrasser. qui sont décédés, on nous amène une bancarisation biaisée. Oh là Posez là. la question au DGK et au KIP de la... Manix, pouvez-vous me lire là, s'il vous plaît, le C'est sujet? important. La loi électorale. Non, c'est lui qui a amené le débat. Les évidences à soulever. C'est lui qui a Benedou, Voilà. this is Sajet. Très bien. Yeah, that's Sajet. C'est ça, Il hein, fallait c'est ça. faire ses balayages That's Sajet. techniques. Yeah. Il a parlé des désintoxications. C'est lui qui a pollué la salle avec ses débats inutiles. Allez-y, Alors, allez-y, allez-y. parlons de l'essentiel. Oui. Vous savez, La loi électorale. la loi électorale, Mm. parlons-en. Je parlais ici, je le disais à l'entame de l'émission, à un certain moment, les députés devraient être sérieux. À un certain moment, les députés devraient être sérieux. Ne serait-ce qu'une année à la fin de la législature. Il est vrai, ça c'est un secret de polichinelle, il faut le dire. L'Union sacrée a créé une situation qui va créer une jurisprudence fâcheuse dans les législatures à venir. Manix l'a si bien dit. Aujourd'hui, on parle des députés Révolutionnaire. révolutionnaires. Mais écoutez, demain, une majorité qui sera constituée, ça fait basculer à tout moment. C'est-à-dire, c'est une situation incertaine pour celui qui va avoir la majorité lors des élections de 2023. C'est-à-dire, demain, un groupe de députés peuvent se lever sur base d'une jurisprudence qui existe, basculer d'une majorité à une autre majorité. Et c'est le motif par excellence de faire du chantage aux institutions de la République. Ce que les députés nationaux font, c'est du chantage aux institutions de la République pour le positionnement politique. Ça, c'est noir sur blanc, c'est clair. Et malheureusement, on est là-dedans. Malheureusement, je le dis. Est-ce que cette On loi est va passer? là-dedans. Est-ce qu'il y aura changement? Mais la loi dont on a parlé, je le dis ici à ma table, voilà les innovations. Toi, tu l'as d'ailleurs si bien dit. Mais il faut le rappeler à l'attention de ceux qui nous suivent. Balobi Boy, Balobi, et Sengeli na tata, ou les candidats député national, au tiers moi si nayo, suppléant na liboso, au tiers moi na nayo, suppléant na mibale. Ba pétition à mon ami Beko ya Sikawan. Balobi sous boy. Ceux qui ont qui combattre campagne électorale, comme même mbongo te kanyaka te opesa bato. Comme même pe eloko moko te eli la valeur ya kanyaka opesa bato, eli corruption. Ba polo, ba savon, balongoli yango. Yakane na discours ya malongo o moto ko comprendre a ko voter yo. Balobeli isusu makambo ya sei. Babite tolongwa na sei ya 3%. Tolongwa na sei ya 3% wana, ba créer ceux qui ont parlé de proportionnel. Oui. Proportion des listes. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça en lingala pour les moi non plus, ne compte pas sur le monde qui vous suivre. Et donc, c'est le vrai débat lancé dans la institution. Kasi, Mouzito, il y a la liste député national. Ce qui était Makambo Sali, nous l'Assemblée, c'est qu'il faut modifier. Et c'est qu'il faut y a l'Assemblée. C'est justement ce qu'on appelle la recherche d'une santé financière avant les élections. Mais moi, je me pose la question. En quoi un dialogue ou des réformes extra-institutionnelles va faciliter à ce que les choses bougent? Très bien, on va terminer. On a fait 1h20. C'est ce qu'on va dire. Député Nabiso, Nyoso Baliwana, Bawa Babimi à FCC, Na Bawa Babimi, il y a la Mouka, il y a FCC. Bawangani Lutundu nani député national au Lokondo. Bawangani ye. Po ye moto a proposé ki loi wana pe babengi yango Lokondo. Bawangani loi wana balobi ezali ya bango te nzoka nde bango nde bazaki na initiative nango. Lelo balobi ezali ya PPT. Pour la nini bali na logique ya dialogue. On sait qu'il fallait toujours dans la logique du dialogue. Un dialogue va vous aboutir effectivement à la théorie de l'Isanga Bonganga. La théorie de l'Isanga Bonganga, vous maîtrisez tous, partagez les pouvoirs et prouver les positionnements politiques. Merci, il faut que les réformes se fassent au sein des institutions. Merci pour votre participation à cette émission. On a terminé. Manix, vous aurez le mot de la fin aussi, pour terminer la petite question sur la loi électorale, les évidences à soulever. Christian Bossembe, vous allez se rendre compte qu'aujourd'hui, les politiciens congolais, ils veulent faire de la loi électorale une loi anémique, à qui on doit transfuser le paquet des réformes chaque avant-cycle électoral. Ailleurs, quand on parle de la loi est aussi caractérisée par une certaine stabilité législative.
Chaque après cycle électoral chez nous, on parle de la réforme, des réformes, dialogue et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas quand même correct. Est-ce que ce n'est pas la recherche du bien, Manix? Est-ce que ce n'est pas la recherche du bien? Peut-être que lorsqu'un processus a eu beaucoup de failles, on se dit, peut-être ne pas corriger, peut-être? Oui, corriger, mais peut-être corriger une fois pour toutes pour ne pas revenir sur le même débat chaque après ou avant cycle électoral. Parce qu'on parle de réforme, oui, je suis d'avis qu'on élague au fait cette réalité, par exemple, de cumul de mandats, des candidatures, pardon. Des candidatures. Le même candidat, président de la République, il est sénateur, il est député provincial, tout ça. Député national, ça, ce n'est pas correct. Mais ce qui me fait très mal, c'est de remarquer, de constater un silence coupable de la part des politiques lorsqu'il s'agit des élections locales. Personne n'en parle. Et dans leur réforme, on ne parle même pas des élections au niveau local. Ah oui, personne n'en parle. Personne n'en parle. Ni municipal, ni on n'en parle pas. Pas du tout. Personne n'en parle. Alors que tous nous savons, l'un des grands problèmes de notre pays, c'est aussi la territoriale, d'organiser la municipalité. La base, la municipalité. Ouais. Quid alors des élections locales? Est-ce que la CENI peut nous justifier qu'est-ce qu'il faut pour qu'on nous organise les élections locales? Mais Manix, est-ce que vous ne craignez pas que si la CENI vous parle d'organiser les élections municipales, c'est encore les mêmes opposants qui vont crier « Non, c'est un agenda caché, vous savez que c'est praticable, vous savez, est-ce que c'est le cas ?» Pourquoi on avait privilégié les élections à grande échelle pour mettre de côté les élections locales? Ils ont donné leur justification. Mais faisons-nous la comptabilité, le bilan. Qu'est-ce que nous avons obtenu en termes de résultats positifs pour les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, sénatoriales? Alors, s'il faudrait faire de choix alternatifs, je dirais, pour 2023, organiser les élections locales. Et si on demande une sorte de relance pour dire, bon, on va organiser et les élections municipales, mais supportons qu'on aille un peu plus loin, peut-être en 2024 ou 2025, vous serez d'accord? Il ne voulait même pas qu'on accorde à M. Kabila une seconde de plus. Mais je parle pas de Kabila. Pourquoi lui accorder un jour de plus? Non, mais c'est à lui de s'organiser. C'est lui les donneurs d'impulsion. C'est à lui de s'organiser avec son gouvernement pour qu'on organise les élections. La CENI est indépendante, Manix. On ne parle pas des deux. Vous savez, Christian, oui, c'est vrai que la CENI est indépendante, mais attention, en ce qui concerne la question de financement des élections, c'est la relève de l'apanage du gouvernement. Oui, pas le président, le gouvernement. Okay. Le président, c'est le chef de l'exécutif, et donc c'est le président qui donne l'impulsion pour le gouvernement. Donc, sur ce débat-là, je sais comment m'expliquer avec amplitude. Je finis peut-être par dire ce point. Un autre sujet qu'on ne veut pas parler dans ces débats autour des réformes, le sujet des débats contradictoires entre les candidats. Vous savez, la démocratie, c'est une compétition des idées. C'est un combat des idées où chacun vient offrir ou donner au peuple son offre politique par rapport à la gestion de la République. Ah, sur le débat présidentiel, genre combien les gens, il y en a qui vont se casser la gueule. C'est ce débat-là qui fera de notre démocratie une démocratie de qualité. Vous imaginez un débat contradictoire entre Noël Tiani comme candidat président de la République et Félix-Antoine Tshisekedi. Ouais, je sais. Si, j'y vois, Vous imaginez un débat contradictoire entre Mouzitou, candidat, et Joseph Kabila. Vous imaginez la suite? Oui, je vois. Vous imaginez un débat contradictoire entre M. Matata et Moïse Katumbi? Je vois. Voilà, heureusement que vous voyez. Non, je vois. Et donc, vous imaginez la suite, parce que le Congolais aujourd'hui, nous devons arriver au point de scruter les contenus, la vision des acteurs, ceux qui viennent avec des offres politiques. Qu'est-ce qu'ils sont capables? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, bon, voilà, quelqu'un arrive avec la fonction, soit du président de la République, ou des députés nationaux, ou des sénateurs. C'est en plein exercice qu'on se rend compte que le monsieur n'a même pas une vision pour gérer ne serait-ce que son département. Merci. Et ça, c'est quand même très grave. On termine avec vous. Je suis à l'aise avec la question du débat. Ah, les débats, je suis très à l'aise sur la question. J'avais bien peur avant, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas peur. Va poser sur la table la question du retour au second tour. Il faut le second tour pour les débats contradictoires. S'il n'y a pas de second tour, organiser des débats contradictoires. Avec 20 candidats, c'est pas possible. C'est un peu difficile. On l'a vu en France. Les second tours est vraiment impératif. Il faut y revenir. On l'a vu en France, c'est difficile. Donc, il faudrait que l'on se mette d'accord si on doit retourner dans un second tour, ce qui signifie la modification de la Constitution. C'est qui n'est pas un péché du tout. Puisque vous avez la majorité des broderies. Vous pouvez réviser la Constitution. Mais il est journaliste, il n'est pas politicien. Moi, je m'assume. Okay. Non, mais il assume. Moi, je m'assume. Laisse-le assumer sa position. Si lui, il se cache derrière, il se cache derrière volontariste pour venir faire... voilà, c'est lui. Très bien, on termine malheureusement. On a fait plus de minutes que ça. Donc, je disais, cette question-là va se poser.
Mais moi, comme la politique et l'art aussi parfois du machiavélisme, surtout si cette question, cette demande venait des ex-amis de Matata, les kabylistes, je dirais, mais pourquoi je veux retourner à un second tour? Alors que vous, dans le temps, vous avez dit qu'il faut un tour parce que ça rationalise les dépenses, parce que ça écourte. Ils nous ont fait rater un débat, ces gens. Ils nous ont fait rater les débats contradictoires. Ils ont prétexté des choses. Ça veut dire, moi le second tour, j'en veux bien. Ouais. Mais si les communicants du chef de l'État ressort la logique qu'avaient sorti les kabylistes hier, je ne serai pas offusqué de cela. Très bien. Je ne serai pas offusqué de cela. On termine. Deuxième point. Terminons par la politique Kabila, Mike Moukébaï. Noël Tiani et Félix Tshisekedi. Oui, ou bien Noël Tiani et Matata. Oui. Si c'est un candidat. Non, Noël Tiani et Moïse Katumbi. Non, Matata et Moïse Katumbi. Pourquoi d'abord Matata et Moïse Katumbi? Non, si vous voulez, alors Mozito et Moïse Katumbi. Ou bien Mozito et Matata. Ou encore Matata et Félix Tshisekedi. Ou bien Matata et Moïse Tshisekedi. Matata aura des vrais problèmes. C'est que... Matata aura un sérieux problème en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que... Matata et Moïse. Non, Matata et Mozito. Comme ils se sont succédés à la primature, ils peuvent bien se faire des coups. Et Matata et Moïse Katumbi. Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec Matata? Moi, je pense qu'il y a des personnes dans ce sujet. Je pense qu'il y a des personnes dans ce sujet, il faut les épargner. Il faut les épargner. Soyons gentils. Un autre sujet qui, on n'y prête pas garde, Beledou et Manix l'ont évoqué, la difficulté que l'on a. On a copié l'esprit de la Constitution française, mais sur certains points, on l'a mal copié. Parce qu'en France, celui qui a la majorité, c'est le parti. C'est pas le regroupement, c'est pas une coalition. Voyez-vous pourquoi aujourd'hui Macron, voyant que son parti En Marche ne saura peut-être pas remporter la majorité, il est en train de vouloir faire un autre parti où il va alpaguer les gens de la gauche et de la droite. De même pour Mélenchon, qui est en train de vouloir ouvrir les valeurs pour prendre la gauche. La difficulté, c'est aujourd'hui le débat. Il est impossible. Aucun parti politique au Congo ne peut remporter la majorité. Dans ces conditions, il n'y a personne. C'est pourquoi il faut changer les choses pour que ça marche. Il faut que les juristes essayent de penser et de redéfinir comment constituer une majorité. Parce que si on doit constituer une majorité telle qu'elle se fait avec cette constitution, on aura encore cette bouillarde. On a débordé de 5 minutes. Merci. Avec Kabila, que l'on a aujourd'hui avec M. Tshisekedi. Merci beaucoup, Patrick. Allez, mesdames et messieurs. Merci. Merci, Manix. Ian Daboufaya. Merci. Je rappelle que vous êtes acteur politique de volontariat, le volontaire de la RDC. Volontaire de la République. De la République. Merci également à Beledou, le promoteur de Actu Liberté. Merci beaucoup. Merci également à Génie.cd, Patrick Gallet, d'avoir répondu. Quel beau débat, même si on m'a volé mon débat, mon sujet. Manix me doit mon sujet. Manix, vous me devez mon sujet, il faut qu'on revienne. On se retrouve très prochainement, portez-vous bien, les messages, les suggestions, n'oubliez pas de le faire sur au numéro affiché sous le bas de vos écrans. Abonnez-vous très massivement à cette page Facebook, Twitter, YouTube, faites comme les autres, faites comme les 177 000 abonnés que nous avons déjà, non, 167 000 abonnés que nous avons déjà, faites comme le près de 70 000 abonnés sur Twitter que nous avons, près de 100 000 abonnés que nous avons sur Facebook. Faites comme eux, abonnez-vous massivement et abonnez vos familles. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse la RDC.